On va rencontrer Charles Fortier. Alors, en fait, Charles Fortier, il a joué pour le Rouge et Or Basketball au début des années 2000. Et puis, par la suite, il s'est carrément lancé en affaires, donc en conseil financier, si j'ai bien compris. Il a fondé Planica, qui est dans le fond justement son entreprise. Une chose est certaine, c'est que je pense que quand on a fait du sport de compétition, donc du sport d'élite, forcément on a développé une discipline, une rigueur que souvent les gens, puis je ne veux pas dire qu'on n'est pas, pas qu'on est anormal, mais les gens peut-être plus réguliers n'ont peut-être pas développé au fil des années. Fait que moi, je prends mon exemple à moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais habitué de m'entraîner 30-40 heures semaine, puis j'étais habitué de parfois dormir moins, puis j'étais habitué de mettre l'effort supplémentaire, puis bien sûr ça s'est répertorié dans mon emploi. Comme employeur, maintenant, avec mon cabinet, on est peut-être une vingtaine ici. C'est sûr et certain que demain matin, puis là, il faut que je fasse attention pour ne pas aller dans les normes discriminatoires, mais demain matin, j'ai 2 CV qui sont pareils, puis dans un des CV, je vois qu'il y en a un qui a fait du sport avec le Rouge et Or ou qui a fait du sport à tel niveau. Bien, forcément, je vais probablement avoir peut-être tendance à aller vers cette personne-là parce que je sais qu'elle est habituée de dépasser, est habituée d'être challengée, puis quand va venir la pression, est capable aussi de la vivre. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense définitivement qu'un athlète qui a performé va également. Un performant dans la vie, c'est un performant. Okay, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'art plastique, que ce soit dans la chanson, quelqu'un qui est au top de la game va l'être partout. À Québec, je trouve qu'on est une belle place pour un petit peu bénéficier de la visibilité. Moi personnellement, j'en ai bénéficié de la visibilité du Rouge et Or et des Kebs également, parce que Québec, c'est un gros village. Hein? Okay. Puis je dis ça aucunement péjorativement, exactement. Au contraire, je viens de l'Abitibi, puis je trouve ça merveilleux, parce que Québec, tu as une grosse ville, tu as tout ce que tu as de besoin, la qualité de vie est merveilleuse, mais en plus de ça, tout le monde se connaît. Fait quand tu as un peu de médiatisation dans les journaux, tu as de la visibilité, etc., c'est sûr, moi, ça m'a servi. Des fois, j'appelais des clients et ils me disaient « Êtes-vous Charles Fortier qui joue avec le Rouge et Or? Êtes-vous Charles Fortier des Kebs? » Puis tu sais, ça l'amène à peut-être une certaine ouverture de certaines portes. Donc, là-dessus, oui, je pense que on peut en bénéficier. Puis je pense que les employeurs, en général, ont ce même thinking-là. Bonjour, M. Manlot. Bonjour, M. Bilodeau. Vous allez bien? Très bien, merci. Yes, merci de me recevoir. Il y a des tas d'autres emplois où ce que l'on acquiert, par exemple, par le biais d'une expérience comme celle d'être un sportif de haut niveau, ben, n'est pas nécessairement requis par un emploi. Okay. Ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais utile, voire pertinent. Mais il ne faut pas non plus prendre pour acquis que parce qu'un individu a été un athlète, il va nécessairement, pour reprendre ce que je disais tantôt, être un bon employé pour n'importe quelle organisation dans le cadre de n'importe quel poste. Dans un processus de dotation, c'est d'abord et avant tout une question de décision. Hein? Qui nous devrions choisir, qui nous devrions ne pas retenir. Puis, derrière cette décision-là se cache ce que l'on appelle des critères de sélection. Okay. Donc, si pour beaucoup de gens, encore aujourd'hui, les critères de sélection ne sont pas si importants que ça à formaliser, ce que l'on constate, c'est que moins ces critères-là sont réfléchis sérieusement, moins bonnes sont les décisions qui sont prises. Okay. Puis en quelque part, dans ces décisions-là, prennent de plus en plus d'importance des choses comme les stéréotypes puis les préjugés. C'est pas une garantie d'embaucher quelqu'un d'un programme de du Rouge et Or, que cette personne-là va être performante dans le poste que j'ai à lui offrir. Le fait d'avoir participé à un programme d'athlète d'élite, puis d'avoir concilié ça avec les études, c'est un indicateur parmi tant d'autres. Donc, ça n'a pas de lien nécessairement avec la motivation, avec le poste que j'ai à combler. Ça ne va pas nécessairement rechercher toutes les qualités qui sont requises dans le poste que j'ai à combler. Ça dépend aussi beaucoup du programme dans lequel l'étudiant athlète était. C'est sûr qu'un étudiant athlète qui est plus aux études libres ou qui n'a pas vraiment une formation spécialisée, l'entrée sur le marché du travail est peut-être moins évidente que quelqu'un qui va faire, par exemple, un bac en génie mécanique ou une formation en comptabilité, où là, l'arrivée sur le marché du travail est plus directe. Il risque d'avoir un réseau qui est moins fort dans son secteur d'activité professionnelle, s'il ne fait pas attention, s'il n'a pas l'occasion de le développer. C'est sûr qu'il peut y avoir aussi moins d'expérience
professionnels en général, parce que souvent, les étudiants qui ne feront pas de programme d'élite, ils vont aller chercher une expérience de travail qui n'est pas toujours pertinente avec ce qu'ils veulent faire, mais qui commence à construire un CV. Donc, ils commencent à avoir une expérience de travail. Donc, ce n'est pas nécessairement tous les employeurs qui sont conscients que de faire partie d'un programme d'élite du calibre du Rouge et Or, c'est 15, 20, 30 heures par semaine, des fois, là, à l'occasion. Donc, c'est ça. Donc, il faut qu'ils présentent dans leur CV c'est quoi faire partie d'un programme d'étudiants athlètes. Puis, une des choses qu'un étudiant peut faire, c'est d'identifier, je suis membre, par exemple, du club de soccer Rouge et Or, mais c'est bon de mentionner le nombre d'heures d'entraînement que ça requiert par semaine dans le CV pour être capable de démontrer que c'est comme un emploi. C'est ça, c'est vraiment un investissement important en termes de temps. Donc, il y a des façons dans le CV de présenter ce que je vais développer comme athlète qui peuvent compenser. En ce moment, actuellement, où on se parle, on ne répertorie pas ce genre d'informations en disant si c'est un ancien athlète ou pas. Donc, en gros, c'est sûr qu'on ne dirait pas non, encore. Au contraire, comme justement tu le disais quand on s'est parlé, qu'on partage les mêmes valeurs, c'est effectivement le cas. Donc, je pense qu'on serait encore plus attiré vers un résumé qui inclurait que la personne est un ancien athlète ou une ancienne athlète. En parlant de valeurs, donc souvent quand justement on est commanditaire de la compagnie, par exemple, ce qu'on dit, c'est que c'est tout ce qui a trait à l'esprit d'équipe. Tout ce qui a trait à l'innovation, parce qu'il faut toujours trouver des nouvelles stratégies pour arriver à obtenir nos objectifs. Donc c'est ça, esprit d'équipe, innovation, puis le troisième, c'était persévérance. Et donc, du coup, on se disait que souvent dans nos communications, justement, autour de nos commandites sportives, c'est vraiment ce qu'on dit. Donc, ça s'applique et à notre entreprise et aux équipes. Donc, je pense que quand on aurait un candidat, ce serait exactement ces qualités-là qu'on serait attiré à. C'est sûr que l'après-carrière, c'est quelque chose qu'il faut quand même penser. Parce que des fois, il y en a justement qui vont trop penser au sport, puis une fois que la carrière va être finie, ils ne savent pas trop dans quoi aller. Mais moi, je suis chanceux en enseignement, d'éducation physique. Je crois que ça va m'ouvrir des portes justement parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont le bac en enseignement, en éduc, mais faire partie d'une équipe élite, ça peut aider. Je pense que oui. Je prévois, c'est ça, continuer à faire le sport après l'université. Ça veut dire que je vais aider encore quelques années à ne pas être sur le marché du travail et avoir des jobs qui ne sont pas plus des jobs d'étudiants, des jobs pour m'aider à faire les fins de mois, pas nécessairement des expériences comme des stages, puis tout ça, puis être au sein d'une entreprise, une grosse entreprise, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, tous les contacts que je me fais à travers, tu sais, des fois, c'est des galas où il y a des gens d'affaires ou, tu sais, il y a des gens qui sont partenaires avec moi, qui vont me commanditer potentiellement, puis c'est de cultiver une relation avec ces gens-là pour que après le sport, il y a de quoi qui se passe. Puis ça, c'est dans mes plans. C'est de toujours, quand je fais affaire avec des gens dans le cadre du sport, de penser ce qui pourrait se passer après, qu'est-ce qui pourrait se passer après, puis comment je pourrais m'organiser pour que quelqu'un qui a un CV comme le mien, ça puisse devenir intéressant potentiellement. Moi, j'étais très carriériste. Je savais, puis je suis quelqu'un de très terre à terre. Je savais très bien que je n'allais pas jouer dans la NBA. Puis j'avais mes limites, même aller jouer peut-être professionnel en Europe. Je me disais, on joue 4-5 ans là-bas. On vient ici, on a perdu 4-5 ans dans des belles années pour monter dans une organisation. Mais quand je m'étais fait vendre l'idée de venir à Laval versus aller aux États-Unis, c'est un petit peu ça que les gens disaient. Tu vas aller aux États-Unis, après ça tu vas revenir au Québec, personne ne va savoir t'es qui. Tandis que si tu viens à Laval, c'est une grosse ville, mais c'est un gros village en même temps. Tu vas avoir beaucoup de visibilité, tu vas bien performer, les programmes, tu vas te voir partout dans les médias, etc. Puis ça va t'aider aussi plus tard à avoir un job, puis probablement trouver un employeur, puis si tu veux, partir à ton compte. Fait que ça, moi, c'est jour 1, Serge Baribeau, qui était le président du Rouge et Or à ce moment-là, me l'avait vendu comme ça. Puis ça avait été un des critères de sélection, effectivement, de l'université. Lorsque l'on regarde, par exemple, aux États-Unis, à quel point les différents établissements consacrent des centaines, puis dans certains cas, voire des millions de dollars, justement à leur campagne de recrutement d'étudiants en vue de devenir un jour des athlètes, il est évident qu'il y a derrière cela une préoccupation bassement, si vous me permettez l'expression, marketing. Donc, il est clair que
en quelque part, ça sert aussi aux fins, par exemple, de l'établissement qui utilise des politiques comme celle-là. Bon, maintenant, est-ce qu'il est tout à fait inapproprié de dire, par exemple, que le fait d'être athlète va un jour vous aider à vous trouver un travail? Non, je ne penserais pas, quand même. Par contre, il faut effectivement nuancer, puis je pense que là où il y aurait peut-être lieu d'être plus prudent, c'est justement dans cette association-là trop facile que les gens vont parfois faire entre le fait d'être athlète, d'être un excellent athlète dans une excellente université, puis bon, un jour, d'être un excellent employé dans n'importe quelle organisation. Parce que sur 400 étudiants athlètes, ce n'est qu'effectivement que quelques-uns qui iront faire une carrière professionnelle. Et pour combien de temps? Pour combien de temps, Parce que le corps peut se briser, peut arriver, etc. Donc, ce n'est pas notre objectif ultime. L'objectif ultime, c'est qu'ils aient au maximum de leur sport, mais qu'ils réussissent un diplôme et qu'ils sortent avec ça. Et c'est pour ça que ça fait 99 d'entre eux des professionnels extraordinaires dans leur domaine, en tout cas la plupart du temps. Je viens d'avoir des résultats la semaine dernière. On parle d'un taux de réussite, donc de diplomation, qui dépasse la moyenne à l'université, quelque chose comme 73 Et on parle de 86 chez les étudiants athlètes. Donc, 13 de plus de taux de réussite de diplomation, ce qui est énorme. Exactement. Donc, ce qui prouve qu'ils continuent à bien réussir à l'école et qu'en plus, ils ont des résultats sportifs. Alors, même s'ils ne sont pas aussi impliqués dans les stages, quand ils le font tellement à une vitesse intéressante et impressionnante qu'ils peuvent certainement rattraper l'expérience que l'on peut avoir.